tous, j'espère que ça va bien à la maison. J'espère que vous êtes prêts pour une autre belle semaine de paris sportifs et de conversations sportives. Il faut le dire, Max. Comment ça va, Max? Est-ce que tu es prêt pour le début de la saison du CF Montréal? Très prêt, très prêt. Ben, comme tu sais, je suis à la description sur les ondes radiophoniques, sur les ondes hertziennes, sur la bande FM. Donc, pas eu le choix d'être prêt pour ce début de saison du CF Montréal, qui s'annonce pas mal mieux que la saison dernière. Et j'allais dire, c'est pas dur à battre, mais en même temps, malgré tout ça, le club a fini. Au dernier match, il avait sa qualification entre les mains pour les éliminatoires. Puis finalement, il l'a pas saisi. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle. Mais là, je suis convaincu qu'on va en parler. Il y a un club qui n'a pas fait les éliminatoires l'an passé qui déjà devrait, en théorie, prendre une des places disponibles. Donc, il va avoir fort à faire. Mais très excité pour ce premier match contre Orlando en fin de semaine. Gros défi, mais du soccer pas mal plus excitant, je pense, que ce qu'on a vu l'année passée. Alors, on va en parler, bien sûr, un peu plus tard à l'émission. On va parler, du CF Montréal. On va parler un peu des paris de joueurs. C'est un beau buffet, ce Mise au jeu plus, miseaujeu.com également, de pouvoir aller fouiller et regarder plus spécifiquement sur certains joueurs ou sinon, vous pouvez y aller globalement également sur le CF Montréal. À travers tout ça, on va parler, bien sûr, de la Ligue nationale de hockey puis du Canadien. Max, on aime ça faire ça de toute façon, là, les beaux petits talkers de la semaine puis les questions qui sont chaudes à Montréal. Il y en a eu une cette semaine, en début de semaine un peu plus, qui a été beaucoup sur le prochain contrat de Slav. Je sais qu'on en a beaucoup parlé. Non, mais c'est vrai. C'est vraiment, on dirait qu'il y a le clan contre-pont puis tu as le clan contrat à long terme. Tu te situes où, toi? Est-ce que la vingtaine de matchs et le dernier échantillon de Slav t'en montre assez pour que tu puisses te dire « Oui, j'ai fait mon choix. Oui, cet été, je veux que le Canadien dépose tel type de contrat. » Je vais être honnête, ça commence à faire assez longtemps que je suis dans les médias sportifs, souvent pour voir venir certaines trames narratives, et j'ai fait le saut en début de semaine quand elle est arrivée. Elle m'a tellement pris à contre-pied, là, c'est rare, là. Mais elle, je ne l'ai pas vu venir. Dans ma tête, c'était trop tôt. C'était vraiment trop tôt pour commencer à parler d'un contrat pour Juraj Slafkovský. Le contrat de Nick Suzuki a été signé par Marc Bergevin, donc il ne peut pas être pris en compte comme indicatif, mais celui de Cole Caulfield a été signé par la nouvelle administration et malgré un petit échantillon, on lui a donné le gros contrat tout de suite à Cole Caulfield. Est-ce qu'il faut voir ça comme ce qui s'en vient pour Juraj Slafkovský? Honnêtement, je ne le sais pas. En ce moment, mon petit doigt me dit que ce serait probablement une victoire pour le Canadien de Montréal si on réussit à signer Juraj Slafkovský tout de suite à long terme. Mais je le sais pas, Gun. Je trouve encore que l'échantillon est trop petit. Oui, il va extrêmement bien, mais c'est encore un plus petit échantillon que Cole Caulfield. En tout et pour tout, on peut dire que Caulfield, on avait une vraie saison. La deuxième moitié de saison quand Martin Saint-Louis est arrivé, puis avant la blessure l'an passé. Alors que Juraj, ça a beau être impressionnant, ça reste un 20 matchs impressionnant. Tu veux pas te ramasser dans une situation où tu as surpayé pour un gars qui ne va pas remplir un plein potentiel. Fait que moi, je pense que je laisse à tout le moins le début de la saison prochaine. Je ne signe pas Juraj cet été. Ouais, en fait, c'est Montréal. C'est tellement Montréal. C'est la passion. C'est je veux y aller, go, go, go. On déteste et on aime. C'est ça le marché de Montréal. Puis on a l'exemple avec Slafkovský. Je veux dire, on en a parlé la semaine passée, je pense qu'il y a 2 semaines. Moi, j'ai rarement vu un jeune joueur de 19 ans, mettons, surtout avec le Canadien de Montréal, faire un si gros bond si rapidement. Fait que là, tu as un échantillon de 20 matchs, puis la question pop, puis elle est super intéressante, puis elle est pertinente. Mais comme tu dis, tu as le temps. Il nous reste un autre échantillon qui est à peu près cette longueur-là. On va avoir une autre vingtaine de matchs pour se faire une tête avec du hockey qui ne veut pas dire grand-chose. Puis après, tu peux prendre la chance puis te dire, OK, j'attends l'année prochaine, comme tu dis, parce que tu as ce luxe-là. Fait que pourquoi tu précipiterais les choses? On le voit dans la Ligue nationale de hockey, puis j'ai hâte de t'entendre là-dessus. On l'a vu avec les sénateurs, mettons, qui ont été capables, qui ont été généreux avec des contrats de 8 ans, entre autres Jake Sanderson, où ce n'était pas nécessaire d'aller là aussi rapidement puis aussi chèrement, tu sais. Mais la mode, le contre-pont n'est plus à la mode, Max. Le contre-pont est presque inexistant. Puis maintenant, on se dit, je suis game de t'en donner un petit peu plus pour la première moitié, mais tu vas m'en redonner sur la deuxième moitié ou dans le fond, tu vas devenir une aubaine. C'est ça la question qu'il faut qu'on se pose avec Slav. Est-ce qu'on veut, comme on a fait pour Suzuki et Caulfield, l'identifier comme le gars qui va être avec nous pour le prochain noyau? C'est un premier choix total quand même. D'après moi, ça va être un contrat à long terme. Tu parlais de contre-pont. À part Robertson, en ce moment, y en a-tu tant que ça? Pour vrai, là, j'essaie d'y aller de mémoire. Trevor Zegras. Ah, ben oui, c'est vrai. Trevor Zegras, c'est pas mal. 5,75, mais il y en a de moins en moins. Il n'y en a pas beaucoup dans la Ligue nationale de hockey, des contre-ponts. Evan Bouchard l'a fait aussi. 3,9 millions, 3 ans aussi de mémoire.
Mais il y en a de moins en moins. Puis ça dépend des équipes, ça dépend des joueurs. À la limite, moi, je pense que le Canadien voudra l'attacher. Mais tu as un bon point, c'est qu'on peut attendre. Pourquoi précipiter tout ça? Quand tu regardes, c'était Clayton Keller qui avait signé son contrat. Ouais. Il l'avait quand même signé en 2019, finalement. Je pensais qu'il l'avait signé en 2018, après sa saison de 65 points. Mais ça, c'est intéressant. Parce que je sais que le plafond salarial et tout ça a changé depuis, là, mais moi, c'est parce que je me souviens à l'époque, puis je pense qu'on était ensemble à cette époque-là sur une émission. Là, puis on se souvenait, tu sais, Clayton Keller avait connu une baisse de régime à la deuxième saison par rapport à la première, puis on y avait donné le gros contrat sur lequel il est encore. Puis ça a pris du temps avant que finalement il retouche à ce qu'il avait fait à son année recrue. Il y a eu un petit 2-3 ans un peu plus difficile pour Clayton Keller. Puis finalement, sur une équipe qui va absolument nulle part, les Coyotes de l'Arizona, il a atteint le point par match l'an passé. Là. Si c'est pour être un contrat semblable à celui de Caulfield Suzuki, moi, je pense que de toute façon, tu ne te mets pas les pieds dans les plats. Tu donnes autant? Je vois mal comment que Slavkovski ne remplit pas un contrat similaire à Caulfield. Honnêtement, je vois pas comment il ne remplit pas ça sur la durée du contrat. Mais je ne donne pas plus que le capitaine. Je ne donne pas plus que Suzuki. Non? Non. OK, mais attends un peu. Dans ce cas-là, si tu es Slavkovski, t'acceptes-tu? Parce que si tu es l'agent Slavkovski, ben non, si tu es l'agent Slavkovski, gage sur toi-même. Et une saison de 75 points l'an prochain, puis il va chercher plus. Il n'y aura pas une saison de 75 points l'année prochaine. Je pense pas. Regarde, il m'a fait ravaler mes dents cette année parce que je disais en dessous de 39, puis j'allais dire quasiment en dessous de 29, mais 75 points. Le Canadien de Montréal pourrait le faire tout de suite, mais je trouve que c'est ça, même s'il se pète une saison de 60-65 l'année prochaine, ça va-tu vraiment te coûter plus cher que ce que ça te coûterait si tu le signes en juillet? Je pense pas, parce que non, si tu le signes vraiment 8 ans, là, on s'entend que si tu le signes 8 ans, ça va te coûter au-dessus de 7. Mais tu lui donnes des arguments pour le contre-pont. Mais c'est parce que s'il pète l'an prochain, là, il t'ouvre une saison. Pas de bon sens. Ouais. Ben lui, dans ce cas-là, si t'es pour pas y donner plus, ben il va dire parfait, je prends le contre-pont. Je prends le contre-pont parce que je viens de faire 75 points à ma 3e saison. Je vais signer 3 ans, puis dans 3 ans, vous allez me signer à 10 millions. Possible. C'est pour ça que c'est encore beaucoup dans le. Ouais, c'est beaucoup d'hypothétiques, c'est vrai. Mais je me dis juste, s'il se fait cette éclosion-là, ben peut-être que là, tu n'auras pas le choix d'y donner un petit peu plus que le capitaine. Mais sinon, si tu le signes à la fin de la saison, c'est là où le Canadien peut peut-être aller chercher un 500 000 à 1 million de moins en raison de la rapidité du contrat. Tu sais, est-ce que c'est savoir en quel camp tu te retrouves? Est-ce que c'est important à ce point-là pour le Canadien de Montréal de ne pas le payer plus cher que Suzuki pour garder ce genre de façon de faire comme on voyait avec les Bruins avant, ou si finalement c'est malléable en raison du plafond qui va monter puis tout ça? Fait que je pense qu'on va avoir la réponse dans la prochaine année. Moi, je pense que le Canadien, inévitablement, un jour, va avoir pas le choix. Là. C'est bien beau pour quelques saisons de dire que Nick Suzuki, c'est le contrat sur lequel on se base, mais je veux dire, à un moment donné, Sidney Crosby n'est plus le joueur le plus payé de la Ligue depuis longtemps. Je sais qu'entre-temps, il y a une nouvelle convention collective qui a fait changer les contrats et tout ça, là, mais c'est le même dans tout, dans la vie. Il n'y a personne qui devrait être payé plus cher que Pat Mahomes dans la NFL. Et pourtant, ça a l'air que Dak Prescott va rafraîchir le marché cette année. Fait, je pense que le Canadien, tant mieux s'ils sont capables de tenir ça longtemps, là, mais éventuellement, il y a quelqu'un qui va falloir qu'il fasse plus. Moi, je suis quasiment surpris que la discussion arrive sur Slavkovski avant Caden Goulet. Puis ça, j'ai tellement hâte de voir, en fait. Non, mais Goulet, on en a parlé brièvement. En tout cas, je sais que c'est venu un peu en avant-plan quand Sanderson a signé son contrat, parce que là, on se disait, OK, c'est ces deux gars qui sont rentrés à peu près au même temps. C'est pas nécessairement deux gars pareil là, au niveau des styles, mais c'est deux jeunes défenseurs quand même. Là, fait qu'on se disait, OK, finalement, ça va coûter 8 millions pour Goulet aussi. Là. Fait que lui aussi est en signé en même temps que Slavkovski. Fait que ça va coûter cher au Canadien de Montréal. Moi, je trouve ça drôle parce que Kent Hughes, il a juste lui-même à blâmer pour peu importe combien il va devoir signer Caden Goulet, parce que c'est lui qui a complètement déréglé le marché avec le contrat de Darnell Nurse. C'était l'agent de Darnell Nurse quand il a signé ce contrat-là. Moi, je trouve que les défenseurs, c'est beaucoup plus difficile parce que justement, d'un côté, tu as Cal McCarr qui fait 9 points quelques millions, qui est l'équivalent de Connor McDavid, défenseur. T'sais, tant qu'à moi, Cal McCarr aurait dû faire 12 millions. Fait que le fait que Cal McCarr fasse 9, que tu en aies plein d'autres qui fassent du 8 points quelques, 9 qui valent à peine Cal McCarr, je trouve ça tellement dur. Je voudrais tellement pas négocier avec des jeunes défenseurs parce que d'un côté, tu te dis, ouais, mais Jake Sanderson a signé pour tant, ouais, mais Cal McCarr fait à peine plus. Fait que ça va être pas mal plus difficile. Je pense, le marché des défenseurs dans les prochaines années.
Mais tu sais, il y a eu l'été où tous les défenseurs ont été signés, puis ça fait une couple d'années. Fait que je vois bien les agents amener tous ces contrats-là et dire, ben maintenant, je veux dire, ça reste un pourcentage sur la masse. Fait que la masse augmente. Maintenant, on connaît pas mal plus. Tu sais, il y avait beaucoup d'inconnus aussi à l'époque, hein, à cause de la COVID, tout ça, c'est un plafond qui stagnait. Là, on a plus de données. Fait qu'on va vouloir faire exploser les contrats avec les agents, ça, c'est sûr. Et tout ça pour vous dire que vous pouvez continuer à parier aussi sur Slafkovský et son nombre de points. D'ici à la fin de la saison. Fait qu'on s'est prononcé la semaine dernière. On a dit que 50 points, là, il y a un petit ralentissement dans les derniers matchs. 2 matchs de suite, pas de points. Hein? Léthargie? Oui. Non, encore confiant. Il faut dire que les gardiens de but, là, autant Ukko-Pekka Luukkonen que Tristan Jarry ont connu des bonnes rencontres là, face aux Canadiens. Entre autres, Nick Suzuki s'est fait voler à bout portant en début de match par Ukko-Pekka Luukkonen, la jambière gauche. Connaît des bons moments d'ailleurs, Ukko-Pekka Luukkonen. Je ne sais pas si soudainement Devon Levi va devenir disponible éventuellement. Là. Ça, c'est pour une autre discussion. Là. Mais non, je suis encore confiant. Son nom, hein? C'est le fun à dire. Je veux dire, maintenant que. Ben là, Kaapo Kakko, c'est pas vrai parce que dernièrement, au moins, il est revenu. Là, il a comme 5 points à ses 6 derniers matchs. Mais au moins, on s'est trouvé un autre nom qui est le fun à dire. Jean-Thomas Jobin va être très content de pouvoir au moins y aller d'un autre exercice de diction pour mettre dans son prochain numéro, peut-être. C'est vrai qu'il est le fun à dire, Ukko-Pekka Luukkonen. Oui, puis il est difficile. Il est un peu plus difficile que Kaapo Kakko quand même. Ben, il y a plus de Kaapo syllabes. Kakkonen aussi. Là. Beaucoup de syllabes. Oui, et beaucoup de cas. Pour rester dans les noms payants, un autre qui a fait jaser cette semaine, Max, Trevor Zegras. Dès que tu croisais un partisan du Canadien de Montréal cette semaine, là, c'est revenu en raison de l'information de Pierre Lebrun. Zegras, tu le fais-tu pour le premier choix du Canadien de Montréal? Parce qu'on commence à parler de repêchage, puis on dit que la chaîne est débarquée, puis que le Canadien descend, puis là, le Canadien va finir combien? 4e, 5e, 6e, 7e par en bas. Zegras, pour le premier choix, tu le fais-tu? Si le choix est entre 6 et 10, oui. Si le choix est top 5, je ne suis pas sûr. Là, je commence à hésiter. Mais entre 6 et 10, n'importe quand. N'importe quand. Trevor Zegras est un choix 9e au total, qui a 2 saisons de 60 points derrière la cravate. Là, chez moi, là, il n'allait pas bien avant sa blessure. Là. Willie Nylander, quand il a signé à date limite en décembre, là, quelques années, il a eu une année misérable. C'est normal, c'est difficile pour les joueurs qui font la petite grève ou quoi que ce soit, qui ne se présentent pas immédiatement au camp. Moi, j'achète pas les problèmes de comportement. Est-ce que c'est un petit... Oui. Est-ce qu'il fait l'unanimité? Non, mais de là à dire qu'il y a des problèmes de comportement, moi, je pense que c'est grandement exagéré. Et à tous ceux qui disent que pourquoi les Ducks l'enverraient ailleurs s'il est si bon que ça et qu'il n'y a pas de problème, Pierre Lebrun l'a dit cette semaine. Les Ducks ne sont pas en train de le shipper, si vous me passez l'expression. Ils prennent les appels parce que, semble-t-il, qu'ils ne cadrent pas dans le style de jeu qu'ils veulent. Puis après ça, tu sais, moi, un argument qui est revenu beaucoup cette semaine de la part des partisans, c'est bon, un autre petit joueur fragile. D'abord, c'est la première fois de sa vie de sa carrière qu'il se blesse. Sérieusement. Les dernières années, il avait joué du 75, du 80 matchs. Donc, il n'y a pas de problème de ce côté-là pour Trevor Zegras à part cette saison. Mais ça, même Arber Xhekaj, un gros bonhomme, Juraj Slafkovský, Kirby Dach, ça arrive. Puis après ça, sur la crainte de la grosseur, le Canadien est gros en défense. Le Canadien, Slafkovský, Dach, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un autre gros bonhomme qui va venir. Tu sais, non, pour moi, c'est il est entre 6 et 10 n'importe quand. N'importe quand. Puis sais-tu quoi? Si en plus, il demande Arber Xhekaj, je l'aime Arber, mais merci, bonsoir. Oh, attends, merci, les Arber. Deux? Ben oui. Non, pas les deux. Pas les deux, Max. Non, attends un peu. Si tu mets Xhekaj, qui lui... Non, mais il y a déjà une bonne valeur, Xhekaj. Si Xhekaj est là, c'est plus le choix du Canadien, par exemple. C'est un autre choix. Parce que moi c'est ça aussi le dilemme pour le Canadien de Montréal, tu sais. C'est qu'il va falloir que tu échanges un défenseur. Tu en as un surplus. Pourquoi tu ne serais pas capable de monnayer ce surplus-là pour aller chercher ton manque? Donc, tu sais, je le ferais pareil, Zegras, pour le premier choix, là, si tu piges 7e. Mais je serais pas mal plus enclin à donner un défenseur parce que c'est ça ton surplus. Puis tu as des gars qui ont de la valeur. Tu sais. Est-ce que c'est... Tu sais, on a entendu Goulet. Goulet, moi, je ne veux pas le donner. Mais après, Xhekaj, si c'est un Xhekaj avec un choix de premier tour ou autre chose, ben là, on peut faire un package qui devient intéressant. À Anaheim, tu l'as dit, puis ça, c'est important de le spécifier parce que les gens pensent qu'ils veulent s'en départir. Là-bas, depuis qu'on a repêché Léo Carlson puis qu'on a fait l'acquisition de Cutter Gauthier, c'est ça le noyau. C'est Carlson, Cutter Gauthier puis Mason McTavish. Fait que, tu sais, c'est ces 3 joueurs-là, c'est ce trio-là, puis ces 3 gros bonhommes, ces 3 gars qui sont capables de jouer au hockey, puis ces 3 gars qui sont capables de se déplacer aussi. Fait que Zegras pourrait être complémentaire, mais là, on se dit... D'un, changement de garde, Pat Verbeek qui est débarqué. On a vu ce que ça a donné au niveau des négociations salariales. On est en reconstruction, on avance. Fait il y a une équipe qui va prendre une chance. Est-ce que c'est le Canadien de Montréal? Moi, je serais pas mal plus
down de donner un défenseur et autre chose que de donner le premier choix parce que si tu donnes un défenseur et quelque chose d'autre pour plugger un Zegras, ben là, tu peux repêcher. Puis si tu repêches 6e, 5e, 7e, dans ce coin-là, tu as des super noms qui, également, eux, vont pouvoir jouer sur ton top 6, même à court, moyen terme chez le Canadien. Mais les Ducks aussi ont beaucoup de défenseurs. Moi, c'est surtout ça qui me. Mais ils n'ont pas de Jack par exemple. Ils n'ont pas de Jack. S'ils trippent sur une licorne, comme Bobrov dit, puis que, tu sais, bon, c'est le frère là, qui est la licorne habituellement, mais s'ils trippent sur un gars comme Jack parce que oui, ils ont des bons skills avec Zellweger, avec Mintyukov, avec Luno, avec ci, avec ça, mais si tu veux un gars comme Jack avec autre chose, on s'entend, ce ne sera pas Jack pour Zegras 1 pour 1, c'est peut-être un partenaire de danse, les Ducks d'Anaheim. Trevor Zegras à Montréal, mon cher Gonzo, je m'en vais le chercher. C'est moi la limousine. À l'aéroport. Ah, ouais. Je m'en vais même à Anaheim. J'y offre le road trip. J'amène ses chiens. Aucune idée s'il y a des chiens. Là. Si tu vas à Anaheim, je viens avec toi, par exemple. Je m'ennuie de la Californie. Je vais amener sa blonde. Dixie DeMello, qu'elle s'appelle. Je la connais pas. C'est une starlette très populaire sur TikTok. Elle et sa sœur. Oui, c'est une des raisons, semble-t-il, qu'il y a des frictions avec Zegras. Il est dans le Star System en raison de sa copine. Oui. Elle s'appelle Marlène ou... Marlène? Pas Marlène. C'était une joke du dîner de con. T'as pas que... Oh, OK. Excuse. Mes excuses. Wow. Max, come on! Non, mais j'ai une confession à te faire. Oh. Je sais pas pourquoi j'ai entendu Darlene, la chanson de voyons, moi, tu le dire? Non, ça, c'est Hélène. Non, Darlene de... Voyons, chose, là. Hubert Lenoir. Oui, je sais. Je t'en ai Hubert Lenoir. C'est pas grave. Dixie D'Amelio, pour te donner une idée, Gonzo, là, pendant qu'on se parle, 56,4 millions d'abonnés sur TikTok. Alors voilà qui elle est. En bas de 57, là, je regarde pas ça. En bas de 57, là, ça va pas. À Montréal, t'imagines ça en plus que ça ferait. C'est pas grave. Là. C'est pas mais moi, je le prendrais. Mais j'aime pas mal mieux. Montre-nous donc une belle liste là, des joueurs qui seraient peut-être là pour le Canadien de Montréal, parce que d'ailleurs, c'est sorti. Là, les premiers paris, mise au jeu plus, miseaujeu.com. Qui sera le premier joueur repêché par le Canadien de Montréal au prochain repêchage? Oh là là, puis on est en version miniature en plus. J'adore ça. C'est pour les gens en format vidéo, ça, bien sûr, sur la chaîne YouTube de Mise au jeu. D'ailleurs, allez vous abonner. Allez vous abonner à la chaîne YouTube de Mise au jeu. Cliquez même sur la cloche pour recevoir les notifications de contenu. Alors, comme ça, quand il y a des déclinaisons des contenus, vous y avez accès immédiatement. Moi, j'aime ce que je vois pour le favori, Gonzo. Ouais, c'est Caden Lindstrom, là. Moi, j'aime bien Caden Lindstrom. Moi aussi, j'adore. J'aime beaucoup Caden Lindstrom. Tu vois, tu parlais de Zegras. Là, au moins, tu vas aller rajouter aussi du grand format pour Lindstrom. Là. C'est un gars pour ceux qui ne l'ont pas vu jouer, là, gros joueur de centre, de l'Ouest, physique, des bonnes mains. Un Canadien, là. Je sais que Lindstrom, vous regardez ça puis vous pensez à un Suédois, c'est un Canadien de l'Ouest. J'aime ça. Mais moi, ce que je trouve intéressant, Cole Eiserman avec une cote de 7 qui est 3e. Et Cole Eiserman, il commence à glisser. On parle beaucoup des carences de son jeu défensif, mais c'est un gars qui vise de battre le record de Cole Caulfield pour le plus grand nombre de buts avec le programme de développement américain. Si ce gars-là chute, là, c'est intéressant. Là, c'est intéressant si Cole Eiserman chute. Oui, puis regarde, moi, pour vrai, là, je regarde la première colonne, puis pas mal tous les noms m'excitent ou presque, tu sais. Puis en même temps, tu sais, là, je vais vendre du rêve un petit peu, mais Ottawa, si Ottawa passe, si les Coyotes passent devant le Canadien de Montréal et que les Blue Jackets continuent à gagner, il y a des chances que le Canadien de Montréal termine 4e. Si le Canadien termine 4e par le bas et qu'il avait à gagner la loterie, même un Macklin Celebrini, c'est encore possible, là. Non, mais, tu sais, il y a fut un temps où le Canadien était 7e et on savait qu'il n'allait pas redescendre. Fait qu'on ne pensait pas à la loterie. Mais je pense qu'il y a même une possibilité. Oui. Vendeur de rêve? Oui, Canal Vie? Vous voulez engager? Ils veulent t'engager à l'animation de Vendeur de rêve, Gonzo, pour la prochaine saison. Vendeur de rêve. T'as un peu. Ils te veulent. Oui, allô? Ouais, non. Non, je suis bien occupé. Ouais, j'ai le podcast Lève Combo. Ça prend tout mon temps. C'est payant, mais désolé. Appelez Max Vanout, d'après moi, il va le faire. Salut. Avec plaisir. Ils ont mon numéro. Non, mais pourquoi on ne vendrait pas du rêve? OK, je t'avoue que c'est pour ça que la cote est un peu plus grande, mais sinon, Berkeley Catton, j'adore. Et il y en a un autre nom, on n'a pas nommé Ivan Demidov. On a passé Mishkov l'année passée. Demidov est un magicien avec la rondelle. C'est incroyable. Mais je te lance la question, OK? On va-tu prendre le pari Demidov cette année si on n'a pas pris le pari Mishkov?
Exactement. Pourquoi on prendrait ce pari-là si on n'a pas osé Michkov? Je comprends que c'est peut-être pas la même situation. Le contrat en Russie, puis bien sûr, pas toutes les bizarreries qui ont entouré Michkov, donc le décès nébuleux de son père. Je comprends, Deux choses, là, Max. mais... Le contrat et la personnalité. La personnalité, hein? Oui. Michkov, c'était quand même un cas un peu spécial. Là. Je veux dire, de refuser des entrevues, tout ce qui entourait, comme tu dis. Si on rencontre Demidov et qu'on fait nos devoirs, que finalement, on est peut-être un peu plus attiré, est-ce qu'on voudra... Tu sais, tu peux pas passer sur du talent pur comme ça, élite, 2 ans en ligne. C'est là où, cette année, le Canadien de Montréal, dans un repêchage, il y a de très bons défenseurs. Si jamais dans ta liste, il y a un défenseur qui est plus haut, j'espère que le Canadien de Montréal va essayer de descendre un peu et de repêcher un des attaquants qu'on a vu sur le... Parce que, tu sais, Dickinson et les autres, là, on en a vu, il y a du gros talent en défense là, cette année dans le repêchage. Le Canadien a un besoin criant d'attaque. Puis je sais que c'est tout le temps d'y aller le meilleur joueur disponible, mais, tu sais, il ne l'a pas fait l'an passé. Ben, pour eux, oui. Parce que pour eux, tu t'en rappelles, dans la vidéo, Jeff Gorton l'a dit. Là, s'il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose, dites-le. Ce que vous me dites présentement, c'est que c'est unanime autour de la table que Ryan Backer est notre joueur. Il n'y a personne qui dit rien. Ça veut dire que pour eux, Ryan Backer était en avant de Michkov. Ouais, mais souviens-toi de l'entrevue immédiatement après le repêchage où Kent Hughes dit que s'il avait été gaucher, ça aurait peut-être été différent. Pour moi, ça me dit qu'il était haut sur leur liste en raison du côté droitier plus que talent brut. Mais regarde, de toute façon, moi, je ne souhaite aucun mal à David Reinbacher. Puis même si ça n'aurait pas été le choix que j'aurais fait, je pense qu'on est allé pour un double. Je pense que ça ne sera pas un coup de circuit, mais ça ne sera pas non plus. Les chances de flop sont très minces de ce côté-là. Mais de toute façon, comme tu dis, cette année, avec le point de presse de mi-saison de Kent Hughes, il y a du talent offensif qui s'amène à Montréal l'an prochain, que ce soit via le repêchage ou via transaction. Ça, s'il y avait un pari là-dessus, là, je le prendrais. Les deux. Repêchage et transaction. Let's go. Les deux? Les deux? Oui, non, mais fais une transaction avec des défenseurs, puis va chercher un attaquant en plus dans le repêchage. Fait que tu es capable de plugger 2 joueurs éventuellement dans ton top 6 avec l'été qui s'en vient de Kent Hughes puis Jeff Gorton. Là, c'est un été qui est très déterminant, je trouve, pour la suite de la reconstruction du Canadien de Montréal. Puis oui, c'est de la pression sur eux, puis oui, c'est important qu'ils livrent. Wow! C'était bien senti, ça, Guns. Oui, il est temps qu'on amène ça. Let's go. J'aime ce qu'ils font, là. J'adore ce qu'ils font. Ça m'excite. Le Canadien est bien positionné avec tous les choix, avec les joueurs. Let's go. Let's go. Ouais, un vendeur de rêve va rappeler avec ce que tu viens de faire là. Ben oui, il rappelle. T'as-tu rendu un agent d'immeuble d'Instagram, toi? Non, pas encore, mais j'aurais peut-être autant d'abonnés que DeMello, elle s'appelait, comment? Dixie DeMello? Dixie DeMello. Je vais aller voir ce que ça dit. Canadien, écoute, si t'as 56 millions d'abonnés au Québec, là, t'es bon. On devrait être correct, hein? Ouais, 56 millions, c'est vrai que c'est beaucoup. C'est bon pour le Canadien de Montréal, d'abord, que Zegers vienne jouer à Montréal. Et voilà, c'est réglé. T'as tout compris. C'est réglé. Marketing big, comme dirait quelqu'un qu'on connaît très bien. Canadien Devils, Max, maintenant, un match d'après-midi pour le CH. Oui. Est-ce que la séquence de défaites se poursuit contre une équipe qui se bat encore pour une place en séries éliminatoires? Là? Et qui est, elle aussi, sur une séquence de défaites, 2 défaites de suite pour les Devils du New Jersey à la régulière. Jack Hughes, seulement 6 points en 8 matchs depuis son retour au jeu. Ça va un petit peu moins bien pour le bon Jack. Je pense pas. Je pense que les Devils, il y a trop à l'enjeu pour les Devils du New Jersey. Si Nico Daws peut continuer de faire le travail comme il le fait depuis qu'il a pris la pole, Akira Schmid qui est rendu dans la Ligue américaine, on le voit en ce moment là, dans les derniers matchs du Canadien, quand Caulfield, Suzuki et Slavkovski ne marquent pas, il ne se passe rien. C'est pas Anderson qui prend la pole, c'est pas Gallagher qui prend la pole. Il y a Matheson qui fait du mieux qu'il peut, puis dans le cas de Matheson, c'est soit un point pour le Canadien ou un point pour l'autre équipe, dépendamment de ce qu'il fait. Mais même si la cote du Canadien est à 2,80 sur mise au jeu plus, non, les Devils. J'oserais peut-être un Canadien plus 1,5. Par contre, je vous mets en garde, si c'est Jake Allen, je n'ose pas le Canadien plus 1,5. Si c'est Monty, j'ose le Canadien plus 1,5 avec une cote de 1,80. Ouais, ça va être la période de l'année, puis vous le savez, ici au Combo, là, on a beaucoup parlé du Canadien plus 1,5, puis c'est la période où je débranche un peu.
je suis de moins en moins confiant de prendre le Canadien plus 1,5 parce que je sens qu'on va perdre beaucoup de matchs par plus d'un but d'ici à la fin de la saison pour plusieurs raisons, pour des blessures. Là, on va surveiller Struble également. On va surveiller qui est devant le filet. Mais tu vois, contre les Penguins de Pittsburgh, je me disais, peut-être que le Canadien plus 1,5 va garder ça serré. Finalement, c'est pas arrivé parce que ce qui arrive, c'est que l'adversaire du Canadien de Montréal a souvent une cote tellement basse que tu essayes une autre façon de pouvoir, mettons, bonifier la cote. Mais à la limite, allez-y avec un combo, avec un pari de joueur, avec autre chose, parce que là, vous allez forcer le plus 1,5. Puis d'après moi, d'ici à la fin de l'année, ça ne rentrera pas aussi souvent que c'est rentré plus tôt cette année. Non, tout à fait. Et à moins que les gardiens recommencent à jouer un petit peu mieux, ce qui malheureusement n'a pas été le cas dernièrement. Là. Non, moi aussi, les totals d'arrêt des gardiens sont intéressants. Les totals de buts au-dessus peuvent être intéressants, surtout contre une équipe comme les Devils qui a eu des problèmes devant le filet. Là. Plus de 6,5 buts dans le match avec une cote de 1,86, c'est très intéressant. T'sais, même Samuel Montembeault, malgré sa belle fiche, là, il y a une moyenne de buts alloués au-dessus de 3 là, par match. Là. Donc, en partant, puis, comme je dis, les Devils du New Jersey, c'est une équipe que de son côté marque des buts, mais en donne beaucoup également. Donc, pour moi, au-dessus de 6,5. Sinon, ce qu'on parlait un peu au foot peut s'appliquer au hockey. Un petit teaser, tu descends ça à 5,5, donc plus de 5,5 buts, combiné à un autre événement ailleurs dans la Ligue nationale de hockey. C'est quelque chose qui peut être intéressant samedi. Oui, on verra. Moi aussi, je verrai plus de 6,5. Puis les Devils, oui, je les prendrais, mais c'est pas vraiment... C'est intéressant. Puis je pense que dans les prochaines semaines, je vais peut-être être un peu plus tenté par le moins 1,5 avec l'adversaire du Canadien que le plus 1,5. Ouais, on va commencer. Je ne suis pas allé là souvent cette année, mais je vais commencer à regarder. Puis souvent, c'est des cotes au-dessus de 2 quand c'est du moins 1,5 pour l'adversaire du Canadien de Montréal. Quand on regarde la semaine du CH, Max, les Coyotes, une équipe contre qui le Canadien se bat là, pour une place au classement, dans le bas du classement. Quelle séquence incroyable pour les Coyotes, pour vrai, incroyable dans le mauvais sens du terme. C'est pas super beau. Puis la perte d'Ingram n'a pas aidé non plus. Est-ce que tu vois le Canadien battre les Coyotes cette semaine? J'espère que non. C'est une équipe qu'il faut que tu rattrapes. C'est une équipe qu'il faut que tu rattrapes par le bas. Blague à part, même Connor Ingram, ça allait plus bien là, depuis un certain moment pour lui. On a utilisé 3 gardiens de but dernièrement pour les Coyotes, puis aucun des 3 ne font le travail. Moi, j'avais les Coyotes qui se battaient pour une place en série cette année, puis j'étais quasiment surpris. C'est une de mes prédictions audacieuses en début de saison, et il est en train de le remplir. Mais je sais pas si artificiel, c'est le bon terme, mais on était vraiment pas bon sur la route, mais extrêmement bon au Mullet Arena. Puis là, finalement, les choses se sont replacées un petit peu vers le bas. C'est 2 mauvaises équipes. Honnêtement, c'est le genre de rencontre que je trouve difficile parce que d'un côté, tu dis ça, c'est le genre de match où il peut se marquer beaucoup de buts. Ouais. Mais en même temps, c'est pas des bonnes attaques, mais c'est pas des bonnes défenses. C'est 2 mauvaises équipes. Là, ça pourrait être tentant. Peu importe qui va être négligé d'y aller avec un plus 1,5. Ça pourrait être une rencontre qui s'en va en prolongation. Ou sinon, dans les paris de joueurs. Je regardais cette semaine là encore, l'avantage numérique du Canadien de Montréal, là, vous allez me dire, ça me fait mentir dans les 2 derniers matchs. Mais mettons 1 point en avantage numérique pour un gars comme Slav, c'est une cote qui paye encore en haut de 3. Là. Je l'ai vu à 3,55, 3,60 cette semaine. Michael Madison a 1 point d'avantage numérique, c'est autour de 2,80, 2,90. Fait que c'est de la grosse cote quand même. Oui, c'est plus pointu, oui, c'est plus niché, mais en même temps, c'est ultra payant. Quand on regarde comparativement des fois à prendre un gagnant qui est autour de 1,40, 1,50. Là. Fait que j'irais peut-être me réfugier dans une cote, dans un pari de joueur contre les Coyotes de l'Arizona. Un gros match de 4 points contre les Coyotes. Oui, vers le bas. Puis après, les Panthers jeudi. Max, on va surveiller la blessure à Tkachuk, mais est-ce que tu trouves que les Panthers, c'est peut-être une des équipes qui est excellente et dont on ne parle pas assez dans la Ligue nationale de hockey? Ah, peut-être. Moi, j'en parle beaucoup, donc c'est dur à dire. Là. Moi, je trouve que les Panthers sont meilleurs que l'an passé, alors qu'ils sont allés en finale de la Coupe Stanley. Et Matthew Tkachuk est une des grandes raisons. Il y avait eu pas un mauvais début de saison, parce qu'il frôlait le point par match, mais avec quelque chose comme 1 ou 2 buts. Il récoltait part de passe. Après ça, une période un peu plus difficile, et depuis le début janvier, il est une des grandes raisons des succès des Panthers. On parle énormément de Sam Reinhart, mais dans le silence, Alexander Barkov fait toujours un travail aussi phénoménal. Matthew Tkachuk est un joueur qui redevient le joueur qui a été nommé au Hart l'an passé, et tu as finalement la version du Bob pour laquelle tu as payé des millions de dollars. Ouais. Donc, moi, je trouve que les Panthers sont plus dangereux qu'ils ne l'étaient l'an passé.
En ce moment, je pense que les Panthers devraient être favorisés pour gagner la division Atlantique. D'ailleurs, je les aurais devant les Bruins de Boston. Donc, oui, je pourrais être en accord avec cette affirmation-là que c'est une des meilleures équipes de la Ligue nationale de hockey dont on ne parle pas parce qu'évidemment, on est au Canada. Fait que Toronto, Edmonton, Boston près de chez nous, Rangers qui vont très bien, gros marché. Donc, effectivement, tranquillement, pas vite, en banlieue de Fort Lauderdale, il se passe des belles choses. Ouais, je trouve que, tu vois, je sais qu'on peut en parler, oui, puis moi aussi j'en parle, mais je trouve qu'ils n'ont pas, mettons, l'attention qu'ils devraient avoir. Est-ce que c'est en raison du petit marché? Mais, tu sais, puis les équipes que tu as nommées, c'est vrai. Puis après, on peut rajouter les Canucks, les Jets, les Stars, l'Avalanche. On ne parle jamais des Panthers. Puis on a tellement parlé des Bruins tout le long que les Panthers sont là, nez à nez pour la division. Puis on n'en parle pas beaucoup. Puis Matthew Tkachuk, c'est le premier pointeur de la Ligue depuis le 1er janvier. Puis, et même quand on regarde dans la division, les Panthers sont quand même pas mal plus favoris. C'est les favoris, mais la cote à 1,65 versus 2,20 des Bruins. Je sens qu'il y a plusieurs personnes qui iraient pour les Bruins à 2,20 en raison du potentiel de la cote. Ben, la cote en ce moment est plus intéressante parce qu'on est presque nez à nez, mais les Panthers ont un match en main, si je ne me trompe pas, au moment de l'enregistrement sur les Bruins. Là. Donc, en raison de ça, il y a quand même une bonne différence de cote là, qui est intéressante pour les Bruins de Boston, mais je pense que c'est les Panthers qui vont gagner. Donc, quand même bien que la cote serait plus intéressante des Bruins, je pense que c'est les Panthers qui vont terminer premier. Donc. On va voir la date limite des transactions, mais de toute façon, les Panthers ne font pas grand-chose d'après moi. À la date limite des transactions, on cherche un attaquant, là, mais en défensive, mettons qu'on n'est pas pire avec tous ceux qui sont revenus, puis ceux qu'on a signés, puis qu'on a amenés, là, on a une bonne profondeur en défensive. Mais il n'y a pas Gustav Forsling aussi qui a quitté la rencontre des Panthers à surveiller également. Oui, c'est deux gros morceaux. C'est quand même deux blessures qui pourraient faire mal. Mais Tkachuk puis Forsling. Un autre des gros sujets de la semaine, puis on va y aller peut-être un peu plus rapidement parce qu'on en a déjà parlé à l'émission, mais Austin Matthews, je veux dire, ça n'a pas de bon sens, Max. Cette semaine encore, il y a une soirée, je me rappelle, j'ai pris 2 buts pour Matthews, la cote est rentrée à 4,25. Surveillez ça. J'ai failli le faire. Des petits 2 buts, des petits. Parce que le but, il n'est même plus payant pour Austin Matthews. Un but dans un match de Matthews, c'est une cote d'à peu près 1,65. Le 2 buts, il est autour de 4-5 fois la mise. Là, ça peut devenir payant. Il est sur un rythme de 77 buts. Est-ce qu'il gagne le trophée Hart maintenant? Ben, c'est ça qui est drôle. Hein? Ceux qui ont pris marquera-t-il 70 buts? Oui. Il y a quoi, 2 semaines de ça quand on a parlé? Ben, en ce moment, ils se frottent les mains et ils ont raison. Mais ce qui est fou, Gonzo, c'est, tu viens de le dire, le trophée Hart, pas plus tard que la semaine dernière, Austin Matthews était avec David Pasterniak là, derrière McKinnon, McDavid, Kucherov. Ouais. Et il y avait quand même un fossé assez intéressant entre ce qui était à ce moment-là le trio de tête, McKinnon, McDavid, Kucherov, et Matthews et Pasterniak. Mais là, regardez là, à votre écran, pour ceux qui écoutent en format vidéo, Nathan McKinnon est toujours le favori avec une cote de 2,5. Austin Matthews est maintenant deuxième avec une cote de 3. Après ça, égalité entre McDavid et Kucherov. Il y a 2 façons que je regarde ça, Gonzo. Mettons que je fais, mon prof de philo serait fier de moi, là. Mettons que je fais thèse, antithèse, synthèse. Là. La thèse serait que Austin Matthews, contrairement à McDavid, Kucherov et McKinnon, n'est pas dans la même catégorie pour le pourcentage de buts participés de son équipe. C'est Kucherov qui est premier, il frôle le 50 %. Après ça, McKinnon et McDavid sont très proches, aux alentours de 44 % chacun. Et Austin Matthews est plus loin, il est dans le 38, 37. Je pense que même Pasta participe à plus de buts des Bruins de Boston, le pourcentage de buts des Bruins de Boston que Austin Matthews des Maple Leafs. Le contre-argument à l'antithèse serait que Matthews vient peut-être d'avoir son moment signature avec sa séquence de 5 matchs. Et là-dedans, 4 de ces 5 matchs-là, c'était les 4 derniers de la suspension de Morgan Rielly. On était plusieurs, et je m'incluais là-dedans, qui voyaient ça comme le moment où la saison des Maple Leafs de Toronto allait passer ou briser. Je me disais, s'il échappe en l'absence de Morgan Rielly, cette équipe-là va peut-être s'effondrer. C'est tout le contraire. Ils n'ont pas perdu un match. Et pourquoi ils n'ont pas perdu un match? Parce que Papi, le gros numéro 34, a décidé qu'il n'allait pas perdre un match. Il a marqué 10 buts en 5 matchs. Et ça, c'est un moment signature. Dans le plus gros marché de hockey, là où les médias de hockey y sont, il n'y aurait pas mon vote au moment où on se parle, mais il y a un très bon argument pourquoi il est remonté, malgré le fait qu'en termes de points totaux, puis je sais que c'est pas juste les points. Là. Austin Matthews est très bon défensivement. Il s'est beaucoup amélioré dans cette catégorie-là. C'est un joueur de centre de plus en plus complet, même s'il n'obtient pas beaucoup de passes cette année. Je sais pas. Moi, j'ai encore un penchant pour Nathan McKinnon. Moi aussi, puis je lui donnerais, j'espère que McKinnon va le gagner, mais en même temps, tu l'as dit, Toronto. Toronto est un marché de hockey. Toronto a toute l'attention. Et qu'est-ce qui fait vendre et qu'est-ce qui attire l'attention? Les buts. Les buts. Donc, 10 buts en 5 matchs. Austin Matthews, c'est le tir.
pour moi, le push qu'il vient de faire, s'il est capable d'en marquer 70, puis ça, on l'a dit, là, ça n'a pas été fait depuis 92-93. Quand ça fait plus de 30 ans que ça n'a pas été fait, je pense que s'il marque les 70 puis que les Leafs se classent en série, tu n'as pas le choix de donner le trophée Hart. C'est peut-être gros, là, mais moi, s'il marque le 70, il va l'avoir, le trophée Hart. Dans un marché comme Toronto, c'est à lui. Ouais, j'ai regardé vite plus tôt cette semaine les marqueurs de 70 buts dans les années 80 et au début des années 90. Là, et ils étaient très peu à avoir marqué 70 buts et pas gagné le trophée Hart. Mogilny, c'est l'année, il ne l'avait pas gagné. C'était Mario Lemieux. Puis si je ne me trompe pas, c'était la saison où il était revenu puis il avait battu un cancer. Ou en tout cas, c'était dans le temps où Mario Lemieux, en termes de points totaux, finissait largement au-dessus de tout le monde. Une des autres années, Mario Lemieux ne l'avait pas gagné, le Hart, mais c'est parce que Wayne Gretzky avait fait faire 70 buts à Jari Kurri. Fait que par la bande, il l'avait eu. Donc, Brett Hall, c'est Brett Hall qui l'a marqué à quelques reprises. Sinon, il l'a fait 3 ans de suite et Bernie 2 fois Nichols sur 3. Il y en a une de 70, il me semble. Ouais, et lui n'avait pas gagné le trophée Hart cette année-là parce que je pense que Wayne aussi l'avait fait cette année-là. Donc, une année où il y a juste un marqueur de 70 buts qui ne gagne pas le Hart, ça serait assez inédit pour Auston Matthews. Donc, effectivement, la remontée en ce moment est spectaculaire, mais je le souhaite encore à McKinnon. J'y souhaite à McKinnon. D'ailleurs, ils s'affrontent en fin de semaine. C'est peut-être là que ça va se jouer. Oh, qui sait? Qui sait et qui gagne? Qui gagne? Est-ce que c'est McKinnon ou est-ce que c'est Matthews? L'Avalanche à la maison, c'est dur d'y aller contre l'Avalanche à la maison, mais j'aime mieux le au-dessus de 6,5 en ce moment. Il se marque trop de buts dans les rencontres de ces deux équipes-là. Écoute, on a fait jouer Justus Anunen du côté de l'Avalanche. Tu sais, Alexander Georgiev, là, il y a une fiche largement gagnante en jouant à peine pour 900 d'efficacité. Moi, je pense qu'on a peut-être toute une rencontre offensive. Et ce qui va être intéressant à surveiller dans cette rencontre-là, Gunn, c'est que Cale Makar, qu'est-ce qui se passe? 7 matchs de suite sans points pour Cale Makar. Voyons donc. Moi, je pense que je suis en train de le jinxer parce que quand la séquence a commencé, après 3, je me suis dit, bon, on va commencer à prendre des points de Cale Makar. Puis là, il continue de ne pas les faire, ces points. À chaque match, je me disais, non, c'est à soir, 1,2 points de Cale Makar. Donnez-moi ça va arriver. 7 matchs sans points. Alors ça, on ne l'attendait pas. On ne l'attendait pas du tout. Je me souviens pas avoir vu ça dans sa carrière. Mais moi aussi, je vais avec le plus de 6,5 dans cette rencontre-là. On veut voir du but, on veut voir ces deux offensives incroyables, une contre l'autre. Sur papier, là, pour moi, c'est le match du week-end. Là. Matthews et Marner contre McKinnon puis Rantanen, puis tu parles de Cale Makar et compagnie. À Toronto, on joue bien maintenant. On a mis les forces sur 3 trios différents aussi. Je m'attends à un super match entre les deux équipes. Mais je répète, s'il en marque 70, c'est à lui le Hart. Je sais que tu as un pari là-dessus, là, mais. Question pour toi. Ouais. C'est-tu un avant-goût de la finale de la Coupe Stanley, ça, Toronto-Colorado? Non. Non? Non. OK. Simple de même. Non, facile comme ça. Je te relance la question, oui ou non? Moi, j'ai Rangers et Oilers en finale de la Coupe, non. Alors, c'est un non. Non, Toronto, j'y crois pas. Toronto, devant le filet et en défensive, là, surtout en séries éliminatoires, je n'y crois pas. Faites-vous du plaisir, hein? On le rappelle, c'est un jeu de hasard. Fixez-vous un beau petit budget également. Quand on dit de fixer un beau petit budget, c'est parce que c'est le début de la saison dans la MLS également. Puis là, on voit le beau buffet d'offres. D'ailleurs, on va vous parler du buffet d'offres de baseball qui est déjà disponible et éventuellement, on va vous en parler au combo. Max, avant de passer au buffet d'offres, surtout sur certains joueurs et sur certains autres sujets, la question sur toutes les lèvres quand on parle du CF Montréal dernièrement et avant le début d'une saison, c'est est-ce que le CF sera en séries éliminatoires? Le fameux no playoff de notre ami Nilton John qu'il avait lancé il y a quelques années. Le oui est négligé. La cote est intéressante à 2,5. Et moi, je vais oser le oui, Gonzo. Yes, sir. Moi avec. Moi, j'ose le oui et j'ai hâte de voir la séquence de 6 matchs. 6 matchs sur la route pour débuter l'année. C'est pire que l'an passé. L'an passé, c'était 5 sur 6. On était revenu après 3 matchs, jouer un match au Stade olympique contre Philly, un match que le CF avait gagné in extremis, un match qu'on ne méritait pas. On tirait de l'arrière 2-1 en deuxième demi quand un carton rouge était venu changer les choses et 2 buts coup sur coup en toute fin de rencontre avaient amené le CF à la victoire face à Philly. Là, c'est carrément 6 rencontres sur la route pour débuter l'année. Si on est capable de ressortir de là avec 2 victoires, 1 match nul. 2 victoires, 3 défaites, 1 match nul. Même une victoire, 2 défaites, 3 matchs. Quelque chose comme là, un 5-6 points, ça serait déjà très intéressant. Ça va donner le ton. Puis, tout ce qu'on entend depuis la fin de la saison sur comment
derrière porte close avec l'ancien entraîneur-chef Hernan Losada, ça ne fitait pas. Et ce club-là s'est quand même rendu aux portes des séries. Pour moi, il y a plus de talent offensif cette année. L'ambiance est meilleure. C'est sûr qu'il y a une période de lune de miel avec un nouvel entraîneur, mais ça semble sincère. Moi, je ne vois pas pourquoi on ne ferait pas les éliminatoires cette année. Je ne dis pas qu'on va terminer dans le top 4 dans l'Est. Non. Est-ce que ça va passer par le play-in? Peut-être. Possiblement. Mais moi, je pense que le CF va faire les séries. Ouais. Moi aussi. On est 2, oui. Puis bon, c'est une cote qui est super payante en ça. plus à 2,50. Tu l'as dit. C'est très différent de l'année passée. On a fait des acquisitions. Je pense qu'on va jouer un soccer qui est pas mal plus excitant, qui est pas mal plus porté sur l'attaque également. Je veux dire, l'année passée, rappelez-vous là, à quel point ça a été difficile, surtout sur la route en attaque. C'était pas beau, là. Puis nous, t'étais des blanchissages à la maison. Il y a eu des matchs où c'était pas un grand spectacle non plus. Oui, il y a une période d'adaptation avec Laurent Courtois. C'est normal. Beaucoup de nouveaux joueurs, un nouvel entraîneur, mais une fois que ça va être installé, je pense qu'on va avoir un retour sur investissement, même à court terme. Donc, même s'il y a une. Tu sais, puis on l'a vu par le passé là, avec l'Impact ou avec le CF, même en début de saison, si les résultats n'étaient pas là, on était capable de se reprendre. Je veux dire, je me rappelle même la saison avec Nancy, il y a eu une période comme ça où c'était ça. Là. Je veux dire, on se disait, voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Normal. Fait quand que, tu débutes autant normal. sur la route dans une Homers League, ben ça va arriver. Donc, je pense que ça va arriver en début de saison. Pas de panique. Et moi, en plus, le potentiel de la cote de 2,50, j'y vais. Je plonge, Max. 2,50, oui, le CF va faire les séries éliminatoires. Bravo, Alexandre Despatie. Même pas d'éclaboussure. Ah, ben là, c'est parce que tu ne m'as pas vu plonger. Là, si on parle du buffet, parlons du buffet, mais attends, on va-tu dans le buffet ou on va dans le match de samedi avant? On peut aller dans le buffet, puisqu'on est sur MLS au sens large. Allons dans le buffet. OK, allons dans le buffet. On a parlé des différentes acquisitions et tout le reste. Toi, parce qu'il y a beaucoup de paris de joueurs là, sur Mise au jeu plus. Est-ce qu'il y en a un que tu as ciblé en particulier? Ben, moi, j'en ai un qui a été pris avec mon ami Sidney Fowell, malheureusement. Ce n'est pas celui officiel de mise au jeu, par contre, qui a établi le total de but de Mathias Coccaro à 9,5. Je devrais porter la moustache, moi, Gonzo, si Mathias Coccaro marque 12 buts cette saison. Alors, c'est un pari amical qui a été pris avec notre ami Sidney Fowell, analyste des matchs, qui écrit également sur le site web de mise au jeu. Mais il est à 9,5, Mathias Coccaro. Joseph Martinez à 8,5. Je ne suis pas certain qu'on va vraiment voir Joseph Martinez pour débuter la saison. Donc là, je pense qu'il y a peut-être une opportunité de en dessous pour Joseph Martinez. Sinon, Dominique Yankov a marqué 2 buts en pré-saison. Je le sais qu'il faut faire très attention aux résultats de pré-saison, mais c'est simplement pour dire. Moi, je pense qu'il y a une opportunité là. Son total est bas à 5,5. Un 6 buts pour Dominique Yankov, je pense que c'est possible. Moi, ce que j'ai entendu des entrevues de ce gars-là, il a faim. Je pense qu'il est là pour faire plus que distribuer le ballon aux attaquants devant lui. Donc, moi, j'identifierais ça, Dominique Yankov, à 5,5 buts. Et sinon, dans le cas de Mathieu Choinière, ce n'est pas péjoratif ce que je vais dire, mais son total de but est à 4,5 et le en dessous est négligé. C'est pas que je pense que Mathieu Choinière va connaître un recul sur le plan personnel cette saison, c'est que je pense qu'avec les nouvelles options disponibles en attaque, je pense que Mathieu Choinière va être plus dans un rôle de distributeur et ça va peut-être plus les passes décisives qui vont être là pour Mathieu Choinière que les buts. Donc, en dessous de 4,5 comme négligé 1,95 pour Mathieu Choinière, je trouve ça intéressant. Oui, je suis d'accord avec toi pour Choinière. Puis c'est bien de spécifier que ce n'est pas un désaveu à son endroit. C'est qu'il y en avait tellement dans son assiette aussi l'année passée, puis il devait tellement en faire que, bon, les buts sont venus. Mais là, maintenant, il y a de l'aide. Il y a un renfort. Fait que moi aussi, j'irais en dessous de 4,5. Coccaro, j'irais, moi, au-dessus. Tu sais, je regardais cette semaine, c'est quoi? C'est 4 joueurs seulement qui ont marqué au-dessus de 10 buts dans l'histoire du CF Montréal puis de l'Impact. En MLS, ça aurait du sens, oui, parce qu'il y a Kyoto qui l'a fait. Divayo, Kyoto, il y a Nacho et Didier. Et voilà. Et Didier qui en a marqué 11 de mémoire une saison. Fait, ça arrive très rarement à 10 buts là, quand même, mais je pense que le potentiel, puis un autre, comme tu l'as dit, Martinez, c'est que le gars peut tellement marquer au-dessus de 8,5, mais ça va être la santé pour Martinez. C'est ça, l'utilisation. Est-ce qu'on l'amène souvent en fin de match? Tout ça va être très intéressant. Mais je pense que Coccaro, 9,5, moi je pense que on est vraiment dans les bonnes eaux pour. C'est ça l'affaire. 9,5, 10, ça va être difficile. Ah non, allons-y. Pour un gars de 10, là, les 2 chiffres, ça serait bien cette année. C'est pas Coccaro, c'est Martinez, mais j'aurais plus confiance de mettre Coccaro que Martinez pour le 10 buts.
Alors, allons-y avec Coccaro pour lui. Un qui est dans les 2 chiffres également, c'est Messi. Ça, j'ai regardé et regardez ça. Lionel Messi, la Messi Mania est arrivée. Plus ou moins de 25,5 buts. Je le sais pas. Je sais pas, hein? Je le sais pas, pour être honnête. Il n'a pas marqué dans son premier match. Victoire de 2-0. Il a quand même distribué le ballon. D'ailleurs, as-tu vu la petite feinte pour passer par-dessus le joueur au sol? Là, ça, c'est un manque de respect comme je les aime. Il y a une partie de moi qui se dit que Lionel Messi peut en marquer 30. Ben oui, let's go. Moi, j'y vais plus. Ah ouais, hein? J'y vais plus. Le record, c'est quoi? C'est 34 qui a été fait Vela il y a une couple d'années, qui a été fait avec 34. Sinon, Martinez en a marqué 31. Lionel Messi débarque. C'est sûr qu'il veut le record de la MLS. Est-ce qu'il est capable de le faire? Je ne sais pas, mais il est super bien entouré en plus. S'il reste en santé et qu'il joue un bon nombre de matchs, je pense qu'il est capable d'aller au-dessus de 25,5. Alors, j'y vais au-dessus, je risque. Wow. Moi, c'est comment on va l'utiliser. Est-ce qu'on va le reposer? Là, en même temps, il y a énormément de pression de le faire jouer partout sur les terrains adverses avec les prix des billets. Non, je veux dire au-dessus, moi aussi. Je veux dire au-dessus, moi aussi, pour Lionel Messi. Là. Puis effectivement, Carlos Vela, c'était 34. Martinez en a fait 31. Zlatan, quand il est venu, moi, c'est ça, je voulais juste être sûr. Là. Zlatan, quand il est venu, il en a fait 30. Tu vois? Fait que moi, je pense que c'est possible, 30 pour Messi également. J'espère que ça ne sera pas le même résultat quand il va venir à Montréal, Messi, que le résultat que quand Zlatan était venu. Je ne sais pas si tu t'en rappelles. Ben oui, j'étais là. Crampon j'étais sur quelques place. minutes. Ouais, moi aussi. Puis, finalement, la petite claque au visage de... Ouais. Je l'ai sur le bout de la langue. Ouais, je l'ai sur le bout de la langue. Son nom, j'ai sa face. Caline, à ce temps que je voulais le dire, je le dirais pas. Je me souviens qu'il portait le 24. Il portait le numéro 24. J'allais le dire. Je me rappelle pas. Il va falloir qu'on regarde, Max. On est capable de le trouver? Non, hein? Non, je le dirai pas. Oui. Michael Petrasso. Oh my God, une chance de le trouver. Petrasso. Je suis en train de fouiller. Ouais. Et voilà, là, je viens de le trouver. Milieu de terrain, Michael Petrasso. Je me souviens de sa face parce que je trouvais qu'il ressemblait à Petra dans Hunger Games. Donc voilà. Tu vois, il porte bien son nom en plus. Ça, c'est bien. Victoire ou défaite en fin de semaine en levée de rideau contre le Orlando City? Tu rejettes la nulle du revers de la main? Non, parce que je ne l'ai pas proposé, ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Ça serait super, la nulle, pour vrai. Parce que ça a été, pour Orlando City, pareil, cette semaine, avec le voyagement, tout ça, ça serait bien. Là. C'est prenable, la nulle. Là. Je pense que je vais y aller pour le nul. J'ose le nul. Go, c'est payant. J'ose le nul et je vais même oser le score, Gonzo. Oh, là, ça, c'est payant, si tu oses le score. Là. Ce sera le 2-2. Le nul de 2-2. Et le deuxième but de Montréal viendra tard en fin de rencontre. OK. Donc voilà. Okay, j'aime ça. Verdict nul en levée de rideau face à Orlando City pour ma part. Je vous rappelle que l'an passé, c'était 3 défaites de suite sur la route, même pas de but marqué dans les 3 premiers matchs pour le CF Montréal. Donc pour moi, déjà, le nul serait en soi une petite victoire. La nulle qui n'est pas le négligé. Le grand négligé, c'est la défaite du CF Montréal, cote de 5. La nulle, cote de 4. Et Orlando City, 1,62. Donc déjà, pour moi, là, la nulle avec une cote de 4. Allons-y, j'ose. Ton score de 2-2 est à 10,5 fois la mise. Ouf. Ce qui est très payant. Je vais y aller avec un combo Orlando City et les 2 équipes marqueront. Fait qu'on parle d'un 1,62 et d'un 1,78. Ça donne une cote quand même le fun. Là, si tu prends les 2 en combo, là. Ce serait ça. Peut-être pour la gonfler, là, parce que le Orlando City tout seul à 1,62 n'est pas très élevé. Mais la nulle, c'est ça. Mais j'ai hâte de voir parce que là, déjà, vois-tu, tu y vas contre une des tendances du CF Montréal de 2023. C'est une toute nouvelle équipe. Mais l'an passé, très, très, très largement, parce que le CF Montréal s'est tellement fait blanchir souvent sur la route et a tellement blanchi à domicile, record de l'histoire du club pour le plus grand nombre de blanchissages. Et ils venaient tous ou presque à domicile. Donc, les 2 équipes marqueront non et rentrer beaucoup plus souvent qu'autrement l'an passé dans les rencontres impliquant le CF Montréal. C'est vrai. Mais encore une fois, nouvelle équipe, nouveau coach. Ouais, puis Orlando est un peu fatigué de sa semaine aussi. Tu sais, voyager sur la côte ouest, revient à la maison, puis puis l'alignement était pas mal complet aussi dans le match qu'ils ont joué cette semaine. Alors, allons-y comme ça. Petite balle courte pour toi en finissant. Vas-y donc.
On a parlé de Messi, mais est-ce que Messi gagne la Coupe MLS? Inter Miami favori avec une cote de 3,65. Loin devant les deux finalistes, LAFC et Columbus. Moi, je trouve quel manque de respect au LAFC et ses deux finales. J'en reviens pas, Marc. J'avais pas vu l'écart de cote entre Miami et le reste de la Ligue. Incroyable, hein? Quand Zlatan est venu, il n'a pas gagné la MLS Cup. Beckham est resté plus longtemps, il a gagné la MLS Cup. Rooney n'a pas gagné la MLS Cup. Didier Drogba n'a évidemment pas gagné la MLS Cup. Est-ce que Messi gagne la MLS Cup? Ah, moi, tu vois, juste en raison de la petite cote, parce qu'habituellement, en début d'année, les cotes pour soit la Coupe Stanley, la Série mondiale, la MLS Cup ou autre, le Super Bowl, c'est tout le temps autour de 7, 8, 9, 10. Inter Miami, en raison de la petitesse de la cote, j'irais fouiller ailleurs, moi. Ah ouais, je serais pas mal plus. Ben oui, je serais pas mal plus enclin d'y aller avec le LAFC ou Columbus à 9 fois la mise qu'avec l'Inter Miami. LAFC qui est allé chercher sa vedette, mais entre les poteaux, Hugo Lloris, évidemment, gardien français, champion de la Coupe du Monde. Sinon, le Portland, loin derrière, à peu près à mi-chemin, qui est habitué des finales de la MLS Cup, avec notre ami Max Crépeau devant le filet. Sinon, Seattle sont toujours à surveiller avec une cote de 18. Ça pourrait être intéressant également. Très bon. Non, mais moi j'irais fouiller. J'irais peut-être prendre 2-3 paris, le spreader, l'étaler sur 2-3 équipes, mais avec des cotes pas mal plus intéressantes qu'un 3,65 qui est en bas de la nulle dans la fin de semaine, là, quand même, entre Montréal et Orlando City. Là, fait que, il y en a du soccer à jouer, puis je veux dire, c'est une saison complète et des éliminatoires aussi. Alors non, je ne risque pas Miami en raison du retour qui est trop petit. Je pense que j'en mettrai un petit sur Miami aussi, juste parce que. Parce qu'il porte la face. Ben oui, mais j'aime. D'ailleurs, j'ai pas mis mon coton watté, mais j'ai un coton watté de Miami qui date de bien avant l'arrivée de Lionel Messi. Je suis un vrai peu réduit. C'est comme ton chandail des Browns, là, quand tu as commencé à prendre pour les Browns, là, que tu avais acheté vraiment avant. Puis... J'ai aussi une casquette de LAFC. Ça, j'ai les preuves, j'ai les reçus. J'ai des photos qui datent de très longtemps de ces deux. Moi aussi, j'ai déjà fait des voyages. J'ai acheté des casquettes un peu partout. Ça ne veut pas dire que je suis fan de l'équipe, Max. Grand fan. Non, si j'avais un club à choisir, moi, c'est LAFC. J'aime beaucoup le LAFC. Bon, tu vois, là, c'est dit. Mais j'oserais Miami. J'oserais Miami. Moi, non. Je regarde ailleurs. Je regarde ailleurs complètement. Amusez-vous à travers tout ça. On vous l'a dit, c'est un jeu de hasard. Fixez-vous un beau petit budget pour cette saison de MLS ou même la même chose dans la Ligue nationale de hockey. Mise au jeu plus, miseaujeu.com pour tous vos paris. Max vous l'a dit, allez vous abonner à la chaîne YouTube de Mise au jeu. Sinon, c'est disponible sur toutes les autres plateformes de podcast en écoute, bien sûr, que ce soit Google, Spotify, Apple Podcasts, Amazon. Et la liste est rendue tellement longue que j'en oublie. Oui. J'en oublie. Max, bon week-end. Bon premier match du CF également. Merci. On se souhaite un petit but Montréal, surtout. Premier show de l'année où on ne parie pas de pizza. Oui, c'est vrai. Puis je suis en avance. On a gagné une, d'ailleurs, la semaine passée. 3-0. 3-0. J'ai faim. Incroyable. Bon week-end. Salut, à la semaine prochaine.